Alors pour Aristote, il existe deux types d'économies. Donc au fond, ça se croise un peu sa façon de différencier deux types d'économies, sa façon de différencier un peu deux types de façon d'acquérir les choses et de posséder. Donc il y a sans être manichéen, une bonne, nécessaire, et l'autre qui est néfaste. Et donc, en plus non nécessaire, donc ça tombe bien, on va pouvoir s'en débarrasser. Alors, Aristote n'est pas du tout dans la perspective de Solon. Solon qui disait, par exemple, pour la richesse, aucun terme n'a été donné aux hommes. C'est ce que va appeler Aristote la crématistique. Donc, c'est une forme d'économie. D'ailleurs, je crois qu'il y avait... On voulait appeler l'économie au 19e siècle crématistique, justement, quand il a commencé à avoir le capitalisme, tout ça, parce que c'était plus différencier les deux termes. Je trouve que cette distinction est intéressante, parce que ça permet justement de ne pas faire de confusion. Donc oui. Voilà. Oui. Voilà, il y a une connotation, parce qu'il la condamne justement par la suite. Pour lui, cette forme d'économie-là est négative, a des effets négatifs, puisque en fait, la crématistique, ce n'est pas échanger ou acquérir pour des besoins, ni pour assurer la pérennité d'une famille ou sa subsistance. C'est justement acquérir des richesses pour acquérir des richesses, pour avoir toujours plus, pour être toujours plus riche. Donc pour lui, ces activités-là, et donc cette façon d'être propriétaire dans cette activité-là aussi, c'est-à-dire avoir plus de terre, pour rapprocher, ça pourrait être l'homme qui a une maison et qui va acheter 10 appartements qu'il va louer. Ça fait pas partie de ses besoins. C'est quelque chose qui va être condamnable par Aristote, parce que justement, ça va pour le coup créer des écarts de richesse importants entre les gens qui vont justement réussir à acquérir toujours plus et ceux qui vont rester soit au minimum, soit qui vont s'appauvrir parce qu'ils vont devoir se mettre dans la dépendance d'autres, etc. Donc pour ça, c'est quelque chose de négatif pour Aristote. Donc la seconde activité économique chez Aristote commence avec l'effort du père de famille d'assurer la subsistance de son oikos. Donc, il part du principe que les qualités humaines permettent de transformer la nature. Par exemple, on n'a pas des mentons tout faits, enfin comme ils faisaient à l'époque, les moutons. Il faut construire les maisons, en prenant les produits de la nature. Mais pour Aristote, il ne faut pas en dépasser les limites nécessaires à la subsistance, sinon on va briser un équilibre et qui va conduire finalement à une autodestruction. Donc il s'agit dans le modèle de l'exploitation familiale, que Aristote veut transposer à toute la cité, de créer des choses non pas pour l'échange, comme ça peut être fait dans la crématistique, mais pour l'usage direct. On use alors de tempérance, ne créant un surplus que pour pouvoir l'échanger contre d'autres nécessités que l'on peut créer soi-même. Donc le petit commerce et donc le fait de propriétaire de choses va être nécessaire pour compléter l'autarcie naturelle. Donc c'est ce qu'il dit en 1257. Ah 1257. En ce sens, il est clair que le petit commerce n'appartient pas par nature à la crématistique, car c'est seulement dans la mesure où il le faut qu'on en va nécessairement à pratiquer le troc. Donc ce petit commerce, il existait en effet pour compléter l'autarcie naturelle. Donc la propriété est en vue uniquement de la vie heureuse, pouvoir subsister à ses besoins, et pas du tout en vue de son accroissement. Donc c'est à peine plus loin, en 1257b, la propriété est également utilisée par ces deux arts, donc la crématistique et l'économie, mais pas de la même manière, l'une s'en servant en vue d'autre chose, donc l'accroissement continu des richesses, l'autre en vue de son pur et simple, s'en servant en vue d'autre chose, donc excusez-moi, en vue d'autre chose, la subsistance de la famille, l'autre en vue de son pur et simple accroissement. Donc de là, Aristote va traiter
trois problèmes, comme la monnaie, qui va être utile pour justement ces petits échanges, mais non naturels. Il va interdire le commerce intensif, donc c'est ce que je viens de dire, qui s'inscrit plus justement à la crématicité. Et le pire, le prêt à intérêt, où là il y a vraiment, où ça n'a plus rien de naturel du tout, qui va être fortement condamné, puisque ça consiste à prêter une somme d'argent ou un objet, d'en réclamer plus que ce que l'objet vaut par la suite. Ainsi, pour l'unité de la cité, il ne s'agit pas de supprimer la propriété privée, mais en quelque sorte de la moraliser, d'en créer un usage lui aussi moral. Il est nécessaire, nous l'avons vu, qu'il y ait à la fois des biens privés et des biens publics. Leur administration doit en être séparée, et dans la sphère privée, chacun s'occupe de ses affaires. C'est ce qu'il dit en 1263a. Il est donc manifeste que la meilleure solution, c'est que la propriété des biens soit privée et qu'il soit rendu commun par leur usage. L'unité de la cité, pour Aristote, va s'enraciner ailleurs que, comme chez Platon, dans une communauté des biens. Elle va s'enraciner dans l'amitié. Or, cite-t-il à titre d'exemple, pour que celle-ci soit possible, la propriété, loin de lui être néfaste, semble nécessaire. C'est intéressant parce qu'il explique en 1263b, où il dit que la propriété, loin d'être un obstacle à l'amitié, comme le dit Platon. Platon dit, si vous êtes propriétaire, que votre ami a plus ou votre ami a moins, il y a des envies, il y a des tensions, il y a des jalousies, ça va finir en procès. Aristote, lui, au contraire, dit, d'autre part, il est très agréable de combler et de secourir ses amis, ses hôtes, ses compagnons. Or, cela ne peut être que si l'on possède un patrimoine en propre. Mais manifestement, cela ne peut exister si l'on unifie trop la cité et que ce faisant, on supprime en outre les actions inspirées par les vertus. Donc pour Aristote, ce qui va être le ciment de la société et de la paix dans la société, ça va être l'amitié entre les hommes. Or, cette amitié, entre autres, la propriété lui est nécessaire, puisqu'elle va permettre justement d'entretenir les choses. Alors, on a l'idée du cadeau, je fais plaisir à mon ami, ce qui n'est pas possible si tout le monde, s'il y a une égalité stricte et si tout le monde possède les mêmes choses. Alors, la communauté d'Aristote consiste alors à unir des hommes par une fin commune, le bien de la cité, des hommes liés par des relations d'amitié. Seule la propriété limitée et non expansive peut permettre de tels liens. Elle prévient des inégalités. Pour aller au bout de son idée, Aristote propose même une redistribution des richesses pour éviter les tentations. Chez les riches, de vouloir s'enrichir plus encore, chez les pauvres, de chercher à renverser les riches. Il n'y a pas un égalitarisme strict, mais l'effacement de grands écarts, ce qui était à la source du conflit, qui était davantage cause de discorde que la propriété en elle-même, qui, nous l'avons vu, au fond, est nécessaire.